des personnes parfois qui n'étaient pas forcément du même bord que nous, mais qui estimaient que la cause que nous défendions était une cause juste. Laurent Gbagbo réfléchissait beaucoup. C'était une période de répression pour lui. On essayait de l'anéantir politiquement, psychologiquement. Son fils avait été arrêté alors qu'il n'avait pas été dans la marche. Son épouse était arrêtée. Donc il était en prison avec pratiquement sa famille. Et dans cette prison, j'ai découvert l'envers du décor. C'est-à-dire, j'ai découvert la barbarie. Avec des membres du Parlement européen, on s'est quand même un petit peu démené pour le sortir de prison. J'en ai parlé plusieurs fois au président de la République française, à François Mitterrand. On a trouvé tout à fait anormal qu'il soit emprisonné. En plus, j'ai eu des informations en provenance de Côte d'Ivoire me disant que tout ça quand même avait été bien organisé, quoi. C'était pas un hasard. Et quand je dis des informations, c'est un officier de haut grade ivoirien qui est venu me voir pour me dire en réalité nous avons sauvé la vie de monsieur Gbagbo parce que l'intention c'était plutôt qu'il n'en réchappe pas. C'était quand même un régime qui était réputé démocratique, mais on n'aimait pas beaucoup les opposants. Et le Premier ministre était monsieur Ouattara. Quand la loi d'amnistie intervient, Henri Emmanuelli invite le couple Gbagbo officiellement en France. Henri Emmanuelli, qui est quand même le 4e personnage de l'État français, invitant le couple d'opposants au système Houphouët, ça a quand même une grande force quand on sait la relation entre la France et la Côte d'Ivoire, les relations entre François Mitterrand et Houphouët-Boigny. Et il ne faut pas oublier aussi qu'Henri Emmanuelli est un proche de François Mitterrand. Donc, à ce niveau-là, il a, je dirais, marqué un point important. On a la conscience de le légitimer, on ne fait pas ça pour ça, mais on fait ça parce que c'est pas admissible. Dans une démocratie, on n'emprisonne pas les opposants au prétexte qu'il y a eu une manifestation. En janvier 1993, Bédié demande et obtient d'Houphouët une session extraordinaire du Parlement pour juger les privatisations de Alassane Ouattara. Et je viens à l'Assemblée. Et j'ai dit aux députés FPI, vous ne dites rien. Nous n'étions que 9. Et c'est là que je vois le début de la guerre des héritiers. Bédié contre Ouattara. C'est là que tu vois la profondeur de ce qui les sépare. Et c'est là que tu te rends compte qu'ils ne se réconcilieront jamais. Pendant la maladie du président Houphouët-Boigny à Paris, j'ai été convoqué par lui en tant que secrétaire général de son parti. Il m'a dit ce que je considérais comme le testament qu'il me laissait. S'il m'arrive de disparaître, faites en sorte que la Constitution soit appliquée. Là-dessus, Houphouët meurt à la fin de l'année, en décembre 1993. Je me suis battu et j'ai réussi ma mission, c'est-à-dire celle de faire appliquer la Constitution, malgré l'opposition de l'ancien Premier ministre. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assume dès maintenant et le pays sera gouverné. À cette fin, je demande à tous de se mettre à ma disposition. Il y a toutes les péripéties qui ont entouré la démission de Ouattara. Il fallait qu'il libère la primature. Les bédéistes étaient prêts à en découdre avec lui. C'était l'époque où le régime au pouvoir voulait démontrer que l'ancien Premier ministre de Houphouët-Boigny n'était pas de nationalité ivoirienne. Donc, il quitte la primature. L'année qui suit, Guinée-Koubena lance le RDR. Guinée et moi, on se connaît. Donc, même si on n'était pas d'accord, on peut se dire tranquillement qu'on n'est pas d'accord et puis on ne sait pas. Mais la personnalité de Guinée-Koubena à la tête du RDR a facilité l'alliance entre le FPI et le RDR. Nous proposons la solution de la vraie ouverture, la solution de la vraie discussion, la solution du vrai dialogue, la solution du vrai débat. Asseyons-nous donc et discutons.
Le pouvoir n'est pas prêt à dialoguer avec l'opposition. Le RDR et le FPI décident de boycotter les élections de 1995. Le boycott actif a laissé beaucoup de traces, beaucoup de sang, beaucoup de sueur, beaucoup de larmes. Tout ce qu'on a comme acquis aujourd'hui. À partir de ce boycott actif, le vote à 18 ans, les urnes transparentes, le bulletin unique, les procès-verbaux, la commission indépendante, ce n'était pas évident. Il fallait se battre, c'était un refus justement du jeu démocratique. Et nous allons aux élections législatives, qui sont intéressantes, non pas dans notre rapport avec le pouvoir, avec le PDCI, mais dans notre rapport avec nous-mêmes. On se rend compte très vite que le Front républicain est assis sur quelque chose de très fragile. Quand il s'agit de désigner des candidats, c'est le clash. Le FPI croit que c'est Laurent Gbagbo qui est le président de la République. Le RDR croit que c'est Alassane Ouattara qui est le président de la République. Et dans les bien loin. Dans le cadre du Front républicain, Alassane Ouattara pensait pouvoir utiliser Gbagbo pour accéder au pouvoir en disant « il me laissera devant ». En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup qui croient que j'étais à la politique pour m'amuser, pour les accompagner. Moi, je ne suis pas venu pour m'amuser ni pour les accompagner. Je suis venu pour être président de la République, pour gouverner la Côte d'Ivoire. Les autres se sont crus être en quelque sorte nominés pour exercer le pouvoir. Et lui n'avait, à leurs yeux, aux yeux des autres, qu'un accessible. Donc il pouvait, à la limite, contribuer à la montée ou à la prise du pouvoir par l'un de ses fameux héritiers, être un second, dans le meilleur des cas, mais ne jamais être devant. Lorsque tu es né chef, Dieu fait réunir les conditions pour que tu sois chef. Il fallait bien que d'autres arrivent et qui soient des amateurs et qui se mettent à commettre des erreurs à tout bout de champ. Et comme il avait les hommes de réflexion, des gens qui sont organisés, des gens qui ont milité, des gens qui savent où ils s'en vont, et ceux qui viennent ne savent rien du tout et veulent des gens qui savent. Donc il appelle à Laurent. Laurent Gbagbo continue son combat. Un combat à peine interrompu par un grave accident auquel son épouse et lui survivent miraculeusement. Pendant ce temps, la situation du pays ne cesse de se dégrader. En 1998, pour calmer la situation, nous avons pris l'initiative de discuter avec le gouvernement sur les problèmes électoraux. Le PDCI restait totalement fermé à la discussion. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le coup d'État de décembre 1999. Les jeunes frères d'armes m'ont fait appel, ils sont venus me demander de vous dire, chers compatriotes, qu'à partir de cet instant, le président Henri Konan Bédié n'est plus le président de la République de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo se trouvait à Libreville, en visite. J'ai dit au président Bongo qu'il fallait que je rentre et qu'il fallait que ce jour-là même je sois dans les limites du territoire ivoirien. Je ne pouvais pas rester dehors devant un tel événement. Moi j'attends la fin de la transition pour voir si c'est le PDC qui est tombé, ou si c'est le PDC qui est tombé, ou si c'est le régime PDC qui est tombé. Mais la chute de M. Bédié profite à tous ceux qui étaient fatigués de le voir. C'est ça. Or, paradoxalement, ceux du PDCI étaient plus virulents que nous, mais comme ils ne criaient pas comme nous, parce qu'ils ne pouvaient pas crier sans risquer leur poste. Donc, ils ne crient pas, mais nous, on entendait. Le général Gueye me reçoit. Il dit qu'on va former un gouvernement de transition avec tous les partis politiques. Il nous demande des noms, on lui donne des noms. Je me rends compte qu'un parti est plus favorisé que nous. Il s'agit du RDR. Alors que je ne vois pas pourquoi le RDR serait plus favorisé que nous. Puisqu'il n'a jamais été montré que le RDR a plus d'audience que nous. Aucune élection ne l'a montré. Ça a été un grand moment. Quand il a dit « ah non », je ne pensais pas que c'était un coup d'État RDR, qu'on est dans un gouvernement RDR, vu la composition des portefeuilles. Donc il a su mettre le haut là déjà, et on a dû reprendre tout. Donc ça là encore, ça l'a positionné. Donc nous sommes dit, allons participer à ce pouvoir, ça va nous permettre d'encadrer ce monsieur qui est seul, et de le pousser donc le plus rapidement possible à sortir du système de gouvernement militaire. La première mission
c'était que, on empêche le CNSP, et en tout cas le chef du CNSP, Guy Robert, de basculer dans le camp du RDR. Et deuxièmement, de tout mettre en œuvre pour que, dans les meilleurs délais, le CNSP organise effectivement les élections sans éliminer la candidature du candidat du Front populaire ivoirien. J'ai dit à tous mes collaborateurs, notre prochain adversaire aux élections présidentielles, ce sera ni Ouattara ni Bédié, ce sera Guy Robert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la politique, il ne faut pas rentrer dans un chemin qu'on ne connaît pas. Quand on connaît le chemin, alors on a des chances d'en sortir victorieux. La faiblesse de notre adversaire, il était certes militaire général et tout, mais il n'avait pas un parti politique qui le soutienne. Et il n'était pas représenté dans tous les bureaux de vote comme nous l'étions. Africa numéro 1 avait dégagé deux reporters. Un mis à la disposition de Robert Gueye, un mis à ma disposition. Il ne me prenait pas au sérieux au départ. Quand on a fait Bouna, Bondoukou, Abangourou, il nous suivait parce que bon, c'était son travail. Et quand on a fait Korogo et qu'on est arrivé à Bouaké, il s'est approché de moi. Il dit, Monsieur le Président, je pense que c'est vous qui allez être élu. Voyez, ce que je vois. J'ai dit, mais il y a longtemps qu'il sait ça. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Que la politique, c'est un métier aussi. Le soir même du dépouillement et de la compilation des résultats, il se rend compte que c'est Gbagbo qui est en train de gagner. Donc il décide d'intervenir militairement pour bloquer la proclamation des résultats et se proclamer vainqueur des élections. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Je demande que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. C'est un pari, je veux dire, c'est un pari aussi sur sa crédibilité par rapport au peuple ivoirien. Et les gens descendent effectivement et vont permettre de rétablir le vrai résultat. C'est au vu de cette marée humaine que Guy Robert a décidé de prendre l'hélicoptère et de s'enfuir, de quitter Abidjan. Le soir même où la victoire du président a été proclamée, Alassane Ouattara a lancé ses troupes dans les rues. Il a considéré que le pouvoir était vacant et donc il pouvait en profiter. Il y a eu énormément de victimes ce jour-là. Et quand je vois le rapport qu'ont fait les médias de cette élection, il y a aussi une forme, je dirais, d'imposture, parce qu'on a complètement oublié ces victimes ivoiriennes, toutes ces citoyennes et citoyens ivoiriens qui sont morts le mardi soir et au début de la nuit du mardi au mercredi, pour précisément que les résultats soient rétablis également, qui vont mourir le mercredi matin. Je l'ai eu au téléphone le soir même où il a été élu, où la situation était quand même assez compliquée en Côte d'Ivoire. Et où il m'a étonné parce que je lui ai demandé où il était. Il m'a dit, je suis au siège du FPI, du Front populaire ivoirien. Et je me souviens de lui avoir dit, écoute, moi je n'y resterai pas parce que c'est peut-être dangereux. Et il m'a dit, ça m'est égal. J'ai été élu et je ferai valoir mes droits, quoi qu'il advienne. Et je l'ai trouvé très courageux. Considérant que M. Laurent Gbagbo a recueilli la majorité absolue du suffrage requise pour être élu au premier tour du scrutin. En conséquence, il convient dès lors de proclamer M. Laurent Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si je trahis mon serment.
dire que le peuple